Nous sommes toujours au château de Châteaubriand, à l'intérieur du Grand Logis, avec Pascal Prunet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'architecte en chef des monuments historiques qui a conduit les travaux de rénovation de ce Grand Logis. On se trouve à l'intérieur. C'était quoi l'objet de cette restauration, précisément, de ce bâtiment ? En fait, le Grand Logis, c'est la dernière phase de 6 ans de travaux dans le vieux château, c'est-à-dire dans la partie du noyau médiéval primitif du château de Châteaubriand. On se trouve aussi en face devant un mur archéologique qui permet de montrer justement l'histoire de ce Grand Logis. Les murs, évidemment, sont des réceptacles de l'histoire. En fait, ils sont les récipiendaires de l'évolution de ce lieu et ils n'ont pas vocation à être présentés de cette manière-là au départ. Donc cette présentation, elle est faite d'une certaine manière en relation avec le programme de réutilisation du Grand Logis, qui se fait autour du thème de l'archéologie et de l'archéologie du bâti, avec l'idée de présenter d'ailleurs des éléments, je crois, de l'histoire du château. Parce qu'on voit très bien qu'on a dans la partie haute, sous le plancher actuel, le plancher actuel qui est un plancher ancien, parce que ça sont des poutres qui datent du XVe siècle en fait, on voit très bien une baie qui est à environ 2,25 m du sol actuel. Une baie, c'est une ouverture. Une ouverture qui est bouchée aujourd'hui. On voit un mur, on voit qu'il y a des petits moellons de la petite maçonnerie qui n'est pas du tout la même que celle qui est entourée. Donc on voit très très bien la limite. On voit le sol ici de cette baie sur lequel on pouvait marcher. On voit une partie de ce qu'on appelle un cou-siège. C'est un siège qui est dans l'ébrasement de la fenêtre. Et tout ça a été à un moment donné refermé parce que le bâtiment a évolué. On a fait changer les hauteurs des niveaux de sol, on a recréé de nouvelles ouvertures et on voit ici une ouverture de la fin du XVe siècle. Donc cet état, c'est un état probablement du XIVe siècle, un état antérieur. À un moment donné, le bâtiment est devenu obsolète, on a décidé de changer son organisation. Mais c'est vrai, ce qu'on comprend avec ce que vous dites, c'est qu'il y a des arbitrages quand même qui se font dans ce qu'on donne finalement à montrer, des choix qui sont faits dans la restauration. Je pense aussi aux ouvertures. Par exemple, les ouvertures qui sont dans cette pièce, elles n'y étaient pas initialement. Voilà, on fait des arbitrages quand on fait une restauration. Oui, quand on fait une restauration, on écrit d'une certaine manière un scénario. On commence par faire une étude historique. Parfois, on a en parallèle une étude archéologique. On a parfois des études de spécialistes, des spécialistes de la connaissance des enduits, des peintures murales, des spécialistes de la connaissance des charpentes, des spécialistes de dendrochronologie, c'est la datation des bois, qui nous donne des idées sur la date des planchers, la datation des planchers, la datation des toitures, des charpentes de toiture. Et comme architecte, on fait la synthèse de ces choses-là. Et de cette synthèse, de ce constat d'état, on propose des orientations pour une restauration. Donc ces orientations, évidemment, elles dépendent partiellement de la subjectivité de celui qui projette, de celui qui fait le projet de restauration. Pour ma part, je suis très attaché à l'idée que la restauration doit procéder des principes de la Charte internationale de restauration de Venise, qui, dans les années 60, a défini que dans l'acte de restaurer, on devait respecter la stratification historique, qu'on devait l'exprimer, la faire comprendre, sans nuire à l'évolution du bâtiment, et que les interventions qui étaient faites pour compléter des lacunes, des manques, etc., devaient être aussi, d'une certaine façon, des témoignages de notre époque. Donc c'est une chose qui est assez délicate parce qu'il faut être capable de faire comprendre ce qu'était l'histoire du lieu, de rétablir son unité monumentale et en même temps d'assumer des apports contemporains qui font qu'on s'éloigne peut-être d'une certaine vérité. Qui pas forcément. Enfin, on s'éloigne forcément toujours d'une vérité pour aller vers une autre, d'une certaine manière. D'ailleurs, est-ce la vérité ou est-ce finalement simplement l'évocation plus marquée d'une époque par rapport à une autre, d'un état par rapport à un autre, ou des potentialités d'un lieu d'une certaine façon. Je crois qu'au-delà du travail, de tout l'aspect de consolidation, de présentation de stabilité et même de restauration, il faut aussi que la restauration, ça reste un acte d'architecture. C'est essentiellement
un acte d'architecture. C'est pour ça qu'il y a des architectes qui fabriquent ce projet, et il faut qu'ils soient capables de faire en sorte que ce que des siècles après la création de ces bâtiments, un architecte comme Le Corbusier a appelé la machine à émouvoir, se ressente aussi dans le travail de restauration. C'est ce qu'on invite en tout cas tous nos téléspectateurs à venir découvrir ce château de Châteaubriand restauré. Merci beaucoup Pascal Prunet. C'est la fin de notre émission consacrée au château de Châteaubriand. Si vous voulez venir à votre tour, sachez qu'il y a des visites organisées tous les week-ends de la résidence seigneuriale. C'est à 14h30 et ça coûte entre 2 et 3 euros. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Et pour les tout petits, pendant les vacances, vous pouvez participer aux fouilles dans les carrés archéologiques qu'on vous a présentés. Ce sont les mercredis des vacances, les 15 et 22 février, et ça coûte 3 euros. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.